New York, au cœur de Manhattan, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Début de journée, début de semaine pour vous donc à New York. Grégory, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire d'après vous vibrer Wall Street pour cette séance? Aujourd'hui, on a eu quand même une très grosse annonce puisque c'est l'annonce de Pfizer qui va racheter Medivation. Il faut se souvenir que Sanofi avait fait d'abord une offre à 52,5 $ qui avait été rejetée et Medivation disait que c'était totalement insuffisant. Medivation n'a pas voulu parler pendant très longtemps avec Sanofi. Finalement, ils avaient commencé à parler avec Sanofi qui avait remonté son offre à 58,5 $. Et là, Pfizer arrive avec ses gros sabots, si je puis dire, puisque c'est beaucoup de cash. Ils vont payer 81,50 $ par action, ce qui fait une fusion à 14 milliards de dollars pour Medivation. Ça signifie que ça y est, le feuilleton est terminé pour Sanofi, que Pfizer va l'emporter, et parce qu'aussi Medivation est un actif absolument stratégique pour Pfizer comme pour Sanofi. Ça donne cette impression, d'abord parce que Pfizer et Medivation ont signé un deal de non-compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais Medivation avait une autre offre ou cherchait une autre offre, il devrait payer plus de 500 millions de dommages et intérêts à Pfizer. Et aussi parce que c'est un deal amical. Alors évidemment, le board de Medivation qui avait été carrément remis en cause par Sanofi, je pense, est très content de cette offre de Pfizer. Et puis pour Pfizer, comme vous le dites, stratégiquement très important de renforcer son offre sur les médicaments contre le cancer, puisque à un certain moment, Pfizer voudrait se séparer en deux compagnies, une compagnie avec tous ces produits qu'on appellerait biotech, d'avant-garde, et puis une compagnie avec plus de produits génériques à plus faible croissance. Et donc Pfizer a surveillé de près, ainsi que Medivation à l'ouverture de Wall Street dans maintenant 23 minutes. Merci beaucoup Grégory Volokin, qu'on retrouvera justement au fil de cette séance américaine tout à l'heure. Le CAC 40, lui Sophie, perd 0,3% avec un grand rescapé. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. New York, où l'on retrouve en direct tout de suite Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Et donc après un gros quart d'heure de cotation désormais à New York, la tendance est relativement claire. On est gentiment dans le rouge avec malgré tout des rendez-vous à suivre cette semaine assez intéressants, Grégory. Absolument. Je dirais la seule explication pour la baisse aujourd'hui à New York, c'est évidemment la faiblesse des cours de l'énergie. Sans cette faiblesse, on serait à peu près plat. Donc les rendez-vous de la semaine, il y a beaucoup de statistiques économiques qui sont relativement importantes. Je dirais par exemple les ordres de biens durables. On a aussi des statistiques sur l'immobilier, mais évidemment, comme vos interlocuteurs le disaient, tous les yeux sont tournés vers Jackson Hole dans le Wyoming vendredi quand Janet Yellen va s'exprimer. Et est-ce que vous attendez beaucoup justement de ce discours de Janet Yellen vendredi? Est-ce que vous pensez qu'elle en dira plus sur la stratégie à venir de la Fed, la fameuse hausse de taux? Mais je dirais qu'en gros, elle n'a pas le choix, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? L'année est presque finie, et depuis des semaines, on entend des membres de la Fed, les uns après les autres, encourager en fait ou pousser un peu Janet Yellen à hausser les taux, ou en tout cas donnant un discours qui indiquerait une hausse des taux avant la fin de l'année. Et c'était surtout, par exemple, hier, Stanley Fischer, qui est le numéro 2 de la Fed, qui disait qu'en fait les objectifs de la Fed sont déjà remplis au niveau de l'emploi et qui sont pratiquement atteints au niveau de l'inflation. Et ça serait très étonnant de ma part que Stanley Fischer, non seulement numéro 2, mais très proche de Janet Yellen, dise quelque chose de contraire à la pensée de Yellen 5 jours avant Jackson Hole. Donc il faut dire qu'on pourrait attendre de la part de Janet Yellen un discours peut-être plus agressif, peut-être moins dovish, un discours qui en tout cas voudrait préparer les marchés à une hausse des taux. Est-ce que ça sera une hausse des taux qui viendra en septembre ou en décembre? Je dirais l'important, c'est pas quand elle viendra, c'est quand est-ce que les marchés seront prêts à l'accepter. Pour le moment, on en est très loin, puisqu'il n'y a que 20% de probabilité, par exemple, pour le mois de septembre. Donc, si Janet Yellen a quelque chose à faire, c'est de préparer ces marchés qui, vous le savez bien, n'aiment pas du tout les surprises, et la Fed non plus n'aimant pas les surprises. C'est peut-être pour elle le moment d'essayer d'éclaircir un peu la situation. Voilà, Wall Street suspendu aux propos à venir de Janet Yellen. Donc, Wall Street suspendu aussi aux fusions-acquisitions qui continuent de pleuvoir aux États-Unis, et notamment dans le secteur de la santé, Grégory, et notamment Pfizer qui dame le pion à Sanofi sur Medivation.
Absolument, ils se sont pris alors peut-être un peu différemment que Sanofi, puisque vous savez que Sanofi a été la première compagnie à faire une offre sur Medivation, mais c'était pas une offre amicale. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être toujours amical, mais c'était une offre en fait qui était peut-être relativement basse, à $52,50, qui était pratiquement le cours auquel était Medivation au moment de cette offre. Et Medivation a dit non, c'est pas du tout assez payé, et on peut les comprendre en fait, parce qu'ils ont dans leur pipeline déjà un produit qui a des ventes très très importantes, qui est un médicament contre le cancer de la prostate, qui a des ventes pour 5,7 milliards de dollars annuels, mais ils ont aussi 2 autres médicaments dans le pipeline en stade très avancé contre le cancer du sein et contre la leucémie. Donc si on rajoute et si on met ensemble tous ces médicaments, là on parle de 10 milliards et demi en tout cas de ventes annuelles, et ça a ouvert la porte évidemment à un bid bien plus élevé, bien plus sérieux et tout à fait amical de la part de Pfizer, qui paye pratiquement $20 de plus que ce que Sanofi avait offert. Résultat, eh bien Medivation, le cours s'aligne sur l'offre de Pfizer. Ce titre Medivation gagne quasiment 20% en ce moment à Wall Street, alors que Pfizer recule légèrement de son côté de 0,1%. Pourquoi Medivation est-il un groupe aussi attractif, que ce soit pour Pfizer qui devrait l'emporter ou pour Sanofi? La réponse est simple, même si c'est un sujet extrêmement compliqué. Les grandes compagnies pharmaceutiques, que ce soit Sanofi, mais que ce soit aussi Pfizer, Merck et autres, n'ont pas de blockbuster, de nouveaux produits à très forte vente dans leur pipeline. Pour ça, ils ont besoin d'acheter des compagnies biopharmaceutiques, les fameuses biotech. Pourquoi? Parce que ces biotech ont ces produits, mais c'est surtout aussi des médicaments qui se vendent très très cher. Le traitement, par exemple, dont on parle, qui est le traitement contre le cancer de la prostate offert par Medivation, coûte à un patient ou à son assurance $100,000 par année. Donc pour les compagnies pharmaceutiques, elles ne peuvent pas développer ça en interne, c'est trop tard. Pour elles, la seule façon de mettre la main sur ces produits actuels ou futurs, c'est d'acheter des compagnies biotech, et elles sont prêtes donc à payer des prix très très élevés. Medivation, 14 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que les multiples sont tellement élevés, puisque si vous regardez 10 milliards de ventes, 14 milliards, ça fait 1,4 fois les ventes. C'est relativement raisonnable, si on peut dire. Voilà, et ces fusions-acquisitions donc qui se poursuivent pour les raisons que vous venez de développer dans le secteur de la santé, Grégory. On a évoqué ces fusions-acquisitions, on a évoqué évidemment la Fed avec le symposium de Jackson Hole qui aura lieu dans quelques jours, et puis à venir aussi à moyen terme l'élection américaine, Donald Trump face à Hillary Clinton. Ils en sont où l'un et l'autre dans leurs propositions économiques? Oui, à part la haine totale de l'un pour l'autre, ce qui est assez étonnant, c'est de voir à quel point actuellement les 2 programmes, que ce soit celui de Trump et celui de Hillary, se rejoignent sur beaucoup de sujets économiques. Regardez par exemple les traités commerciaux, le fameux Trans-Pacific Partnership. Évidemment Trump qui dit qu'il faut taxer les produits chinois de 30%, évidemment Trump est totalement contre, mais Hillary Clinton, qui l'avait soutenu quand elle est secrétaire d'État, qui avait même travaillé dans ce sens, a retourné rapidement sa veste, puisque vous savez qu'il y a eu la pression de l'aile gauche de son parti avec Sanders, et maintenant Hillary Clinton est aussi contre ce traité. On peut parler par exemple des impôts sur les compagnies, les 2 voudraient les baisser. Je dirais que ces 2 programmes en fait ne viennent pas forcément des convictions des candidats, mais viennent surtout du fait qu'ils essayent de pêcher des voix, que ça soit à gauche avec les traités commerciaux, ou que ça soit à droite avec les baisses d'impôts. Grégory Volokin, merci Grégory d'avoir été avec nous en direct depuis New York, le président de Mescard Financial Services, avec nous jour après jour sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15